Bonjour à vous qui nous rejoignez pour le dernier apprentissage Club BTP de l'année. Alors souvenez-vous, nous avons déjà vécu 3 rendez-vous, l'un sur la performance stratégique, nous avons eu également un sur la qualité de la formation et le 3e sur l'innovation stratégique. Alors aujourd'hui, Franck, avec nos invités que tu vas nous présenter, nous allons approfondir la notion de performance des organisations. Oui, merci Isabelle. Donc Isabelle, rappelons-le, tu es directrice des appels à projets et de l'expérimentation. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de l'année. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour ce numéro dédié à la performance, à la stratégie, la transformation opérationnelle, donc le plaisir d'accueillir Loïc Jouenne, associé du cabinet Conviction RH, qui est parmi nous aujourd'hui sur le plateau, ainsi que Christophe Lardet, qui est responsable des développements et des partenariats au 3CA BTP. Et puis à distance, nous avons le plaisir d'accueillir Gilles Raza, qui est secrétaire général de BTP CFA Occitanie. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Charles Aïvar, qui est chef de projet de TP Demain, et François Fallis, cofondateur de Tout en Carreau, conseil et formation. Et enfin, nous accueillons aussi Cyril Borvo, directeur de l'ESSIR Apprentissage. Donc, tous réunis aujourd'hui pour animer cet atelier et pour vous éclairer, vous apporter un éclairage sur la performance des organisations. Donc, tout de suite, partie numéro 1. Alors on a vu la rentrée 2021 a marqué déjà la 3e année de mise en œuvre de la réforme sur l'apprentissage. On a vu effectivement une augmentation exponentielle des contrats d'apprentissage dès 2019 avec plus 16%, 2020 avec plus 42%. Et dans le même temps, sur ce laps de temps-là, les organisations ont dû s'organiser, c'est qu'à le dire, se performer. Et donc la première question va à François Fallis. Quels sont les chantiers, à votre avis, que les organismes de formation en apprentissage ont dû mettre en œuvre liés à la réforme sur l'apprentissage ? Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Le premier point qui est important de souligner, c'est que la réforme a apporté un certain nombre de transformations obligatoires pour les organismes de formation, qui sont d'ailleurs devenus pour les CFA des organismes de formation faisant de l'apprentissage, mais qui peuvent faire désormais d'autres activités. Et le premier niveau de performance, c'était évidemment de se qualifier pour rester dans la course, et notamment en obtenant la certification Calliope, qui était une certification obligatoire à compter du 1er janvier 2022 pour l'ensemble des organismes qui bénéficient de financement public, ce qui était évidemment le cas de la totalité des CFA. Et donc, ce premier chantier sur la certification Calliope est un chantier qui a été mené par l'ensemble des acteurs qui souhaitaient s'inscrire dans ce cadre-là. C'est un chantier très structurant en termes d'organisation, avec un certain nombre d'exigences, évidemment, pour mettre en place une démarche très tracée, la traçabilité, les processus qualité, l'évaluation. Et donc, ça a été, je dirais, le premier chantier, certainement engagé par la majorité des organisations. Je citerai également 2 autres chantiers qui sont importants et sur lesquels on a parfois passé un peu rapidement. Le second plutôt, c'est sur l'organisation de la facturation. Dans la majorité des CFA, on est passé, dans la totalité des CFA, d'une logique de subvention qui était finalement obtenue du conseil régional et qui faisait l'objet de 3 paiements par an, à une facturation et donc à l'établissement de factures plusieurs fois par an pour la totalité des contrats, l'établissement d'un certain nombre de règles et de partenariats avec les OPCO. Et donc, tout ceci a demandé du temps et une organisation évidemment interne extrêmement importante. Et le 3e chantier qui a été également engagé par la totalité des CFA, c'est le chantier de la comptabilité analytique qui évidemment renvoie à la maîtrise de son modèle économique et qui est d'autant plus indispensable si, au-delà de l'apprentissage, vous avez éventuellement engagé d'autres activités. Et donc, ces 3 chantiers, d'une certaine façon, tous les organismes de formation qui faisaient de l'apprentissage ont été obligés de les engager parce qu'il en allait de la survie de leur modèle. Au-delà de ces chantiers, il y a un certain nombre de chantiers sur lesquels les CFA se sont engagés de façon plus ou moins forte parce qu'il y a eu par ailleurs la crise du Covid, mais qui sont des chantiers qui étaient davantage liés à leur cœur de métier, sur lesquels ils avaient déjà tous une action, et simplement je voudrais les rappeler rapidement. Il y a tout le chantier de la relation à l'entreprise qui est évidemment encore plus forte
dans un environnement concurrentiel, mais aussi dans un environnement dans lequel vous avez une très grande liberté désormais pour mettre en œuvre un certain nombre de certifications ou pour répondre de façon très rapide aux besoins des entreprises. Donc ça, c'est un premier chantier qui est évidemment un chantier très habituel pour les CFA, mais qui a pu se renforcer. Il y a tout le chantier autour du recrutement des entrants. Et il est important de rappeler aujourd'hui qu'il y a une très très grande diversité des publics qui rentrent en apprentissage et que donc pour les organismes de formation, ça veut dire éventuellement des stratégies de communication relativement différentes, un élargissement de l'offre, de nouvelles méthodes pour toucher de nouveaux publics. Donc le chantier du recrutement n'est pas un chantier nouveau, mais c'est un chantier qui a été évidemment engagé par beaucoup d'organismes de formation. Et enfin, chantier tout à fait majeur qui lui aussi a évolué depuis 2 ans, c'est le chantier de la transformation de l'acte de formation au sens large. Il faut se rappeler que la réforme a redéfini beaucoup de choses dans ce domaine. Elle donne beaucoup de liberté aux organismes de formation pour le choix des modalités pédagogiques. Elle encourage à l'individualisation des parcours. Elle met en œuvre la modularisation des certifications. Mais derrière, elle oblige aussi à une traçabilité plus forte en matière de positionnement, en matière d'évaluation. Et donc, on voit bien que le chantier de la transformation de l'acte de formation est un chantier extrêmement important et on y reviendra au cours de cette table ronde dans la mesure où la crise sanitaire et notamment l'usage du numérique ont évidemment joué en effet d'accélérateur sur ce dernier chantier. Ouais. Merci François. Donc, on voit bien donc, ces deux grands champs, l'axe structurel, comme vous l'évoquiez à l'instant sur ces 3 grands points stratégiques, et puis la notion de changement au niveau de la formation, les services proposés par l'organisme de formation. Et donc là, j'en viens naturellement à Loïc. Peut-on faire le lien entre performance opérationnelle et transformation ? Je pense qu'on peut faire ce lien intime entre performance opérationnelle et transformation des organisations. Et merci à vous de m'avoir accueilli. Je vais essayer de prendre un petit peu de distance et pas uniquement me fonder sur des retours d'expérience liés aux organisations de type OFA ou CFA. Plus globalement, on le voit, la performance finalement est un des piliers de la transformation et d'une transformation réussie. Et donc finalement un enjeu stratégique pour une entreprise, quelle qu'elle soit, donc une organisation qui entreprend, et je pense que les OF1 et CFA sont bien dans ce registre en fait, de la prise d'initiative. Donc enjeu stratégique, au sens où elle influence finalement son devenir. Au sein des organisations qu'on accompagne et qu'on observe aussi, finalement cette transformation est devenue un processus permanent qui influence des postures, des comportements, dans des démarches de changement en mouvement. Et c'est bien ce que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, en train de vivre. La conséquence de ça, c'est qu'elle peut créer en fait une forme d'insécurité. Et donc, ça impose, et c'est là qu'il faut faire le lien entre performance et transformation, ça impose de s'accorder sur la hauteur de la marche à franchir. J'aime bien utiliser cette expression. Quelle est la hauteur de la marche qu'on a envie de franchir en tant qu'organisation et collectivement, et donc les moyens pour y parvenir. Donc, cette hauteur de la marche, elle induit en fait une évolution qui peut être mineure, des ajustements qui peuvent être majeurs ou au contraire une transformation qui peut être radicale. Donc, elle devient aussi un bon critère de sélection des projets clés. On a parlé effectivement d'appel à projets, on a parlé d'expérimentation. Donc ce lien-là entre performance, transformation et projets clés, il mérite d'être fait aussi. Projets clés qui vont contribuer naturellement à la performance. Elle éclaire, cette transformation aussi, la meilleure allocation de la ressource disponible, sachant que vous travaillez tous en environnement contraint, inutile de le rappeler. Cette performance est donc le fruit, le résultat, au sens bénéfice, mais aussi la mesure d'une transformation qui peut être subie, comme dans le cas d'une régulation par la réglementation, stimulée, en particulier par la concurrence, et c'est des environnements effectivement dans lesquels vous baignez, ou assumée et pleinement voulue dans le cadre d'une démarche très anticipée, très concertée. Pour vous donner un exemple extérieur en fait, au monde de la formation, la DGFiP régulièrement nous interroge en fait, sur sa performance, plus récemment sur la performance de ses centres d'appel et a souhaité effectivement les transformer en s'étalonnant par rapport à des pratiques du privé. Donc ça, c'est des éléments en fait, qui sont assez stimulants quand on rapproche performance des organisations et transformation. La performance est donc bien un enjeu stratégique, protéiforme, permanent. Elle est durable, cette performance, ou elle n'est pas.
ce qui la distingue d'un coup d'éclat. Et c'est bien ça, en fait, qu'il faut avoir en tête. Une rentrée réussie, par exemple, c'est bien. 2 rentrées réussies, c'est mieux. 3 rentrées réussies, c'est naturellement excellent. Donc, à vous de définir, dans ce cadre-là, votre chemin de performance et ses grands jalons, en liant 2 facettes, et elles sont très importantes à mes yeux. La performance vis-à-vis de vos clients, bénéficiaires, apprenants, entreprises d'une part, mais aussi la performance vis-à-vis de vos collaborateurs et équipes. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Alors justement, on va voir plus loin la transformation des métiers et des compétences que vous évoquiez tout à l'heure. Alors j'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Alors peut-être redémarrer par François. On parle effectivement de performance dans les organisations, on parle d'efficacité, on parle d'efficience. Quelle serait, vous, votre meilleure définition de la performance et comment on arriverait à la mesurer de manière très concrète dans les organisations? François. Ben, je dirais qu'à la fois, et c'est une nouveauté, la loi introduit un certain nombre d'éléments de performance, puisque désormais les organismes de formation vont être tenus de publier un certain nombre d'éléments, et qui sont à la fois des éléments sur des taux de réussite aux examens, mais qui sont aussi des éléments plus intéressants sur la valeur ajoutée de l'établissement. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une indication extérieure, mais c'est y compris pour donner de la lisibilité aux utilisateurs, que sont l'entreprise et les jeunes, les familles, d'une première appréciation de la performance des établissements qui est où est-ce que vous nous emmenez en termes de chemin de réussite sur les certifications. Mais après, il y a d'autres indicateurs et qui sont des indicateurs qui peuvent être établis de façon interne au CFA et qui vont dépendre d'un certain nombre d'axes stratégiques qu'il peut lui-même se fixer par rapport aux besoins auxquels il souhaite répondre. Et donc, là, je rejoins Loïc sur le fait que ça s'apprécie au regard de la stratégie de l'entreprise sur un certain nombre de thématiques. On peut en avoir en termes d'innovation pédagogique, mais on peut en avoir en termes de diversité des recrutements, comment dire, d'individualisation de parcours, de capacité à accueillir aussi bien des jeunes qui sont sur des CAP en 3 ans que des jeunes qui sont en Bac+. Tout ça, sur ces différents éléments, on peut avoir un certain nombre d'indicateurs de performance. Ça dépend encore une fois de votre projet stratégique. Loïc, des points complémentaires à apporter? Juste un petit élément, je veux revenir sur ce que j'évoquais très rapidement. Je ne crois pas à la performance qui est finalement une litanie d'indicateurs. On est tous tentés en fait d'aller vers l'indicateur de mesure de la performance, il porte bien son nom. Je crois surtout au caractère que j'évoquais tout à l'heure, durable de la performance, en fait, celle qui se mesure dans le temps, mois après mois, année après année, avec effectivement des seuils, des jalons qu'on peut se fixer sur quelques éléments de baromètre en fait, de votre transformation. Et je fais le lien là aussi avec l'intensité de la transformation que vous recherchez. En fait. Une fois de plus, cette transformation, elle n'est pas nécessairement radicale, elle peut être faite d'ajustements mineurs, et ces ajustements mineurs, il faut simplement être au rendez-vous du temps que vous êtes fixé pour les exécuter et les mettre en œuvre. Donc ça, c'est plutôt des postures, des comportements qui font qu'au quotidien, la performance sera dans votre ADN et ne sera pas quelque chose d'extérieur à vous. Mais c'est bien ça, en fait, l'enjeu d'une transformation réussie, c'est de faire ce lien intime qu'on évoquait tout à l'heure avec Franck, avec effectivement la transformation, performance et transformation, et avec ce chemin guidé par des jalons clés que vous allez vous-même vous fixer. Alors, bien évidemment, la performance des organisations est un enjeu stratégique permanent, il doit être durable. Donc c'est étroitement lié, comme on vient de le voir, avec l'intensité de la transformation. Donc au-delà de la vision stratégique, comment se passe la mise en œuvre pour un organisme de formation? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de l'atelier avec l'efficience opérationnelle. Donc je laisse la parole à Isabelle pour l'introduction de la deuxième partie.
Alors merci Franck. Alors mettons effectivement maintenant les mains dans le moteur. 2 responsables de centres de formation en apprentissage vont nous apporter des éléments très concrets et opérationnels sur les dispositifs mis en place au sein de leur organisation. Alors on va démarrer avec Cyril. De votre côté, qu'avez-vous mis en place pour faire en sorte effectivement d'améliorer votre performance opérationnelle, je dirais quasi quotidienne? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, deux éléments de contexte pour préciser un peu ce qu'est l'ESSIR Apprentissage. L'ESSIR Apprentissage, c'est le CFA des travaux publics pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une des 2 entités qui composent l'ESSIR, l'École de la construction des infrastructures et des réseaux. L'autre entité, étant dénommée ESSIR Formation, est un organisme de formation continue, historique, puisque créé il y a près de 50 ans maintenant, et qui est connu et reconnu sous le nom que lui avait donné son fondateur à l'époque, donc le Centre Émile Picot. Le tout situé à Mallemort, au cœur de la Provence, pour ajouter une petite touche sympathique, tout ça. En termes de stratégie de développement, nous avions déjà amorcé pas mal d'actions depuis 2014-2015, puisque nous avions bénéficié d'un financement dans le cadre du PIA pour développer justement notre carte des formations. La loi de 2018 a apporté un coup de booster à tout ça et a imposé quelques modifications d'action, notamment. Je rejoins ce qui a été dit en amont par François. Le poste, l'axe, un des 3 piliers de cette transformation, c'est l'axe financier et comptable qui nous a imposé de nous structurer, de recruter notamment une nouvelle personne avec un poste de comptable supplémentaire. Je vous laisse imaginer, quand on parle d'une prise de fonction, le micro-séisme qu'on a subi cet été avec la perte de l'agrément de Constructis. Quand il faut commencer à regarder ce qu'il y a sur le compte en banque et à se mettre en mode un peu Apollo 13, on coupe tout ce qui est pas vital et on voit comment on peut finir l'année. Bon, fort heureusement, l'épisode a été de courte durée, mais ça a quand même été assez anxiogène. Effectivement, l'axe comptabilité analytique aussi était important, mais c'est pour ça que j'insistais dans la présentation sur le fait qu'on est adossé à un centre de formation continue. C'est déjà quelque chose qui était dans nos pratiques, l'analytique, compte tenu du fait qu'en formation continue, il y a une relation client-fournisseur qui nécessite poste par poste d'avoir une analyse et des tableaux de bord bien précis pour mesurer la rentabilité de chaque action. Donc, là, globalement, on y était acculturé. On a dû simplement adapter notre plan analytique aux exigences de France Compétences pour rentrer dans le cadre. Le deuxième axe d'appui de ce développement, il est surtout lié encore un volet financier. On s'est structuré aussi sur le volet collecte de taxes d'apprentissage, les fameux 13%, le reliquat que les CFA ont la possibilité de percevoir en don nature. On a noué des partenariats en amont de la période de collecte de taxes avec nos entreprises et nos fournisseurs partenaires, de façon à vraiment tenir le stylo tout au long de la procédure pour consolider un maximum de promesses de versement en éléments capitalisables à la fin de la période. Ça nous a permis de booster cette collecte de 45% en 2021, là où on avait balbutié en 2020. L'autre point, c'est évidemment tout le volet je dirais, stratégie de communication, où là, l'enjeu, c'est vraiment le recrutement, pour ne pas dire le sourcing des jeunes, j'aime pas trop ce terme, mais c'est malgré tout souvent comme ça qu'on en parle. Les offres d'entreprise, on en a. L'enjeu, c'est vraiment la collecte de jeunes. J'évoquais juste avant notre cartographie des formations qui a largement évolué. On a renforcé notre offre sur le champ des CAP, notamment, pour répondre au premier niveau d'intégration dans nos entreprises. On a pu, grâce à la réforme et au fait que la carte régionale des formations n'impose plus de limites, on a pu pousser les curseurs de nos effectifs en bac pro et en BTS, là aussi pour adapter l'offre à la demande des entreprises et des familles aussi. Et enfin, on a, grâce à nos partenaires CNAM et ENTE, créé 2 licences qui nous ont permis d'avoir dans notre carto des formations ce niveau bac plus 3 qui nous faisait un peu défaut jusqu'ici et qui nous permet d'être entré vraiment dans le schéma LMD. J'ai oublié de préciser effectivement que oui, aujourd'hui, SIR Apprentissage, c'est 370 apprentis, donc on a une petite structure, mais on a ce caractère assez distinctif d'offrir une filière complète du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Ce qui nous rend, je dirais, en termes d'image auprès des familles, on présente un ascenseur social, même si le terme est un peu galvaudé maintenant, on présente un ascenseur social qui fonctionne et qui est tangible, qui est palpable dans nos murs. On imagine le digital aussi, sur cet axe de...
On imagine aussi la part du digital, du numérique? Alors, tout à fait, voilà, j'allais y venir. C'est le troisième point d'appui de ce développement stratégique, c'est tout ce qui touche à l'innovation pédagogique, parce que quand on parle de communication et de caractère distinctif pour aller recruter du jeune, il faut bien évidemment mettre en avant tout ce qui est pratique pédagogique liée à l'innovation et au numérique. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, nous, on a développé, en se regroupant avec 5 autres CFA du réseau Excellence TP, des outils de formation en réalité virtuelle sur le domaine de la maintenance des matériels. Le fait de se regrouper à 5 CFA, ça nous a permis de solliciter l'association TP d'Avenir et d'obtenir un financement pour assurer le développement de ces 5 produits. Des produits qui donc aujourd'hui s'utilisent dans notre pédagogie, dans nos ateliers avec un masque de réalité virtuelle, mais qui demain seront accessibles via la plateforme TP Demain, dont Charles vous parlera tout à l'heure, avec un mode à plat, comme on dit, pour pas trop rentrer dans le volet technique, c'est-à-dire sans être obligé d'utiliser un casque de réalité virtuelle. On a aussi développé un partenariat avec la société Trimble. Trimble, c'est une société américaine qui développe des outils à la fois hardware et software sur ce qu'on peut appeler maintenant le chantier connecté, c'est-à-dire l'ensemble de la suite de logiciels qui permettent d'aller de l'avant-projet sommaire jusqu'à la conception, la réalisation de l'ouvrage, voire même à sa déconstruction en fin de vie, en intégrant toutes les données BIM et SIM, si on préfère cette transposition au monde des travaux publics. D'accord, donc on voit véritablement qu'il faut couvrir l'ensemble des champs, que ce soit aussi bien l'adaptation du parcours de formation, le digital, le parc machine, différents éléments. Donc là, au regard de ce retour d'expérience, quelle est l'action, quel est le point qui vous a demandé le plus de temps, qui a été le plus difficile à mettre en œuvre? Alors, l'action, elle est un peu en lien avec un point qu'on abordera plus tard, c'est sur l'évolution des postes. Il a surtout fallu former et adapter le périmètre des fonctions des membres de l'équipe et puis recruter les parties manquantes du puzzle. Je pense notamment à notre chargé de développement, dont l'action principale était d'être présente sur les forums et de parler de l'établissement. Aujourd'hui, elle a pris une dimension relation entreprise et négociation de ces fameux partenariats et le suivi de ces fameux 13% que j'évoquais en amont. Donc ça nécessite à la fois une formation et un accompagnement à la prise de fonction, un coaching et aussi des actions sur les outils numériques, là encore, pour faire en sorte que tout ce qui diffuse soit le plus funky possible. Alors on voit effectivement avec votre retour d'expérience, Cyril, que la loi de 2018 a été un accélérateur, un booster pour vous permettre effectivement d'aller plus vite, plus loin, mais que cette transformation, bien évidemment, vous l'avez prise en charge et prise en main, bien évidemment, avant. Alors côté Occitanie, si on change un petit peu de région, Gilles Razat, secrétaire général de BTP-CFA Occitanie, quelles sont les mesures que vous avez prises justement depuis 2 ans et peut-être commencer à avoir des résultats? Oui, Isabelle, bonjour à tous. Alors, depuis 2 ans, alors nous, on a été confrontés à 2 réorganisations, l'une conséquente à la loi, évidemment, mais l'autre également conséquente à la fusion des 2 régions, Aix-Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, qui ont fait qu'on a dû se saisir à la fois des deux réformes pour nous en termes d'organisation, pour nous réorganiser, et on s'est réorganisé principalement au niveau régional et après également par conséquent aussi sur les CFA, et notamment en réorganisant nos pôles régionaux qui préexistaient déjà, mais sous forme de direction opérationnelle, avec une première direction sur toute la partie recrutement, sourcing, donc qui est une direction de développement marketing et communication, pour organiser de manière uniforme ce que l'on peut faire au niveau régional. Une direction de l'innovation et du développement pédagogique et de l'accompagnement socio-professionnel, là aussi afin de faire évoluer nos pratiques. Une direction des moyens généraux et de la qualité, qui a été la partie qualité qui a été le fil rouge. François l'a redit tout à l'heure, Calliope, ça nous a servi à nous aussi à tracer, à organiser, à mettre des procédures au niveau régional sur nos 5 CFA. Et évidemment, la partie finance également, qui a dû se restructurer sur la partie facturation, contrôle de gestion, comptabilité analytique, qui a été renforcée.
Et enfin, la dernière direction qu'on a mis en place, c'est une direction des ressources humaines, puisque BTP CFA Occitanie, c'est près de 300 collaborateurs donc au niveau de la région, et que voilà, donc on ne mène pas les projets de la même manière suivant le nombre de personnes. Cette direction-là a dû se réorganiser aussi. Donc, une fois que les directions régionales ont été organisées, il y a eu également une réorganisation dans les CFA. Là, c'était la partie administrative, les contacts avec les entreprises, la partie conseil, puisque toute la partie d'établissement des contrats qui était fait par les chambres consulaires auparavant, on a dû les prendre en main, nous, directement. Et du coup, ça a entraîné également une réorganisation des services d'orientation et de suivi des jeunes. Et après, je voudrais toute une série de nouveaux postes qu'on a créés au niveau des CFA et au niveau régional. Donc, cette réorganisation régionale due à la fois à la réforme et à notre fusion, nous a permis de saisir l'opportunité des appels à projets comme R&D pour nous. Donc, on s'est fait financer, cofinancer la partie R&D sur 4 thématiques qu'on a mené de front depuis 3 ans. Donc, une thématique autour de la promotion donc de nos métiers, du BTP et de nos CFA. Une thématique aussi autour de l'orientation et la personnalisation des parcours, donc qui est pas fini encore, mais qui est en cours. Sur la prévention des abandons et des ruptures de contrat. Et enfin, une dernière grande thématique autour du développement des nouvelles méthodes pédagogiques plus attractives, là aussi pour pouvoir attirer plus de jeunes sur nos métiers. Cette réorganisation qui continue encore, parce qu'on le voit, on a appris plein de choses au fur et à mesure de la mise en place de la réforme, a eu des résultats significatifs en 2 ans et demi, puisque ça nous a permis de multiplier par 2 les prospects au niveau des jeunes. Ça nous a permis également d'accueillir de nouveaux publics, parce que dans les appels à projets auxquels on a répondu, il y avait l'appel à projet de prépa-apprentissage, puisque nous accueillons en moyenne depuis 2 ans 400 jeunes dans le cadre de prépa-apprentissage sur des parcours d'orientation. Ça nous a permis évidemment d'augmenter nous aussi le nombre d'apprentis à près de 40% en 3 ans, en créant en même temps, en personnalisant les parcours, en créant de nouveaux parcours, là où on faisait principalement du CAP, puisque plus de 3/4 de nos formations sont en CAP, on faisait du CAP classique en 2 ans. Suivant le positionnement des jeunes, on a créé des parcours en 1 an ou en 3 ans. Voilà, donc les jeunes qui rentrent chez nous, suivant le positionnement qu'ils ont eu à l'entrée du CFA, on leur propose des parcours donc d'1 an, de 2 ans, de 3 ans pour préparer leur CAP. Ce qui fait qu'on a réduit nos ruptures de contrat de 30% en 2 ans. Voilà, donc on sait qu'on a un souci de sourcing des jeunes. Donc quand on va les chercher, il vaut mieux essayer de les garder dans nos CFA en vue qui rentrent bien en entreprise derrière l'obtention du diplôme. Justement, sur ce point, Gilles, je vous interromps. Je fais le lien tout de suite, la passerelle avec Christophe Lardet, qui est donc responsable du développement. Christophe, on parle de sourcing, on voit bien les moyens qui sont mis en œuvre. Que peut-on dire au niveau de l'efficience commerciale ? Sur les 2 témoignages des directeurs présents, on voit bien qu'il y a l'enjeu de diversifier l'offre de formation. Il y a un enjeu sur un marché concurrentiel et un enjeu d'équilibre financier. On a parlé de levier de taxes d'apprentissage, de plus de facturation pour équilibrer les comptes de chaque CFA. Et à travers ça, il y a un enjeu, effectivement, d'une dimension commerciale et qui a été amplifié avec la crise sanitaire, avec un avant et après Covid. Avant Covid, il y avait un parcours, entre guillemets, un parcours client qui suffisait, entre guillemets, d'aller au premier contact d'un prospect intéressé par une offre de formation et on le transformait. Désormais, dans un CFA, il y a un parcours client qui va du premier contact et de la diffusion de l'information jusqu'à la facturation. Et on voit bien qu'il y a un peu plus de communication, de marketing et de commercial à mettre en œuvre pour un CFA, pour effectivement améliorer à la fois
le sourcing jeune, qui est une problématique d'aujourd'hui, et on essaiera d'y répondre avec beaucoup plus de visibilité et des métiers et des formations BTP, mais aussi on rentre dans une complexité que la force de vente d'un CFA doit à la fois répondre aux besoins, je dirais, d'un jeune ou d'un moins jeune qui a un besoin de formation et d'une entreprise qui a un besoin sur le territoire d'une compétence. Et c'est deux clients qu'il faut traiter en même temps et ajuster. Donc il faut aligner effectivement, être efficace à la fois dans les démarches marketing et commerciales pour essayer d'éviter et de perdre ces prospects qui ont un intérêt d'intégrer un CFA. Et donc tous les moyens vont être mis en œuvre pour ça. Donc on voit effectivement l'importance de la transformation au niveau de la force de vente. Hein. On en reparlera notamment tout à l'heure avec la notion de développement de compétences et de modification hein, de ces compétences, pas seulement techniques, mais aussi comportementales. Hein. Vous nous en parlerez de manière plus précise. Tout à l'heure, Cyril nous a abordé un point qui était TP Demain, hein, qui est une plateforme collaborative de coproduction et une transformation, effectivement, comment aider les organismes de formation à se transformer aussi au niveau de l'offre de formation. La parole est à vous, Charles. Pouvez-vous nous en dire plus sur TP Demain ? Merci Isabelle. Dans tout ce qui vient d'être dit depuis le début de ce temps de partage, j'ai entendu deux choses à propos de la formation et de la transformation aujourd'hui des établissements. Il y a tout ce qui concerne la transformation du cadre et puis il y a la transformation du cœur de métier. Et le cœur de métier, on est là sur la pédagogie. Alors Cyril a évoqué l'utilisation du digital pour créer une appétence en termes d'outils de formation et de modalités de formation de façon à attirer des jeunes vers nos métiers. Le développement de ces outils coûte extrêmement cher. Et il est extrêmement compliqué pour un établissement seul de développer une bibliothèque d'outils digitaux qui lui permettent à la fois d'utiliser des outils qualitatifs pour améliorer la formation dans son cadre quotidien, mais également pour mettre en place de nouvelles modalités pédagogiques permises par ces nouveaux outils numériques. Et comme ces coûts se montent et se chiffrent très très vite à des sommes astronomiques, la Fédération nationale des travaux publics, par l'intermédiaire de son association TP d'Avenir, a décidé de s'emparer de son sujet et de réaliser une espèce de saut d'échelle en disant que finalement l'ensemble des CFA de la profession vont tous être confrontés à cette même nécessité de développer des outils et des ressources digitales, et plutôt que de laisser chacun effectuer ses propres développements sur son territoire, eh bien, remontons ces développements au national, créons des outils collaboratifs, collectifs, communs, mettons ces outils à la disposition de l'ensemble de la communauté des formateurs et des établissements de formation, de façon à permettre à chacun de s'en emparer pour, sur son territoire, les assembler, les utiliser de façon à créer sa propre offre de formation. Et donc, ce projet de remontée au national de la création d'outils digitaux, de ressources digitales, s'appelle TP Demain. Et TP Demain, c'est finalement une énorme bibliothèque en ligne, accessible à tous, gratuite, qui permet à chaque formateur d'aller sourcer du contenu digital pour l'utiliser sur son territoire de la façon qu'il le souhaite, c'est-à-dire pour enrichir du présentiel, pour créer des modalités pédagogiques d'enseignement à distance. Par exemple, on a parlé de la continuité pédagogique qui nous a tous frappés dans le cadre des premières vagues du Covid. On est à la 5e vague, là. On espère tous que cette nécessité de continuité pédagogique et de retour du distanciel ne va pas forcément trop rapidement nous tomber dessus, mais on doit envisager ce risque. Et les outils digitaux, les ressources digitales vont, au-delà de permettre de rendre la formation plus sexy, entre guillemets, vont surtout permettre de construire et d'imaginer de nouvelles formes de formation, de nouvelles modalités pédagogiques. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans TP Demain aujourd'hui? Pour aller droit au but, on va trouver des ressources pédagogiques de tout un tas de formats, des fiches de synthèse, des cours, des documents de référence, des tutoriels, des vidéos, des serious games. On n'a pas encore, mais dans quelques temps, les premiers vont être mis en ligne. Au-delà de l'intérêt de trouver de la ressource,
ce qui est intéressant pour les formateurs dans TP Demain, c'est qu'ils vont trouver de la ressource indexée sur des référentiels. Notre objectif dans cette réflexion que nous menons depuis pratiquement 2 ans maintenant au niveau de l'association TP d'Avenir n'est pas uniquement créer des outils, mais de créer des outils dont la prise en main soit extrêmement facile, rapide, et surtout des outils qui permettent d'amener une plus-value en matière de couverture de référentiels. Pour le dire très simplement, si je suis formateur, demain, je suis intéressé par l'ensemble des contenus qui concernent le CAP constructeur de canalisation. Eh bien, en quelques clics, je vais pouvoir avoir accès à tous les contenus qui concernent ce diplôme sur lequel je forme, avec leurs différents formats. Est-ce que ce sont des définitions pour une maîtrise d'un vocabulaire technique? Est-ce que ce sont des fiches de cours dans l'optique un sujet, une réponse? Est-ce que ce sont des tutoriels? Donc, de toutes petites briques indexées sur des savoirs et des compétences, des référentiels officiels, pour permettre aux formateurs, très rapidement, de réaliser un assemblage pour produire son propre cours à sa main, selon la modalité qui l'intéresse. Donc, l'objectif est presque triple. C'est amener des ressources digitales très facilement identifiables et utilisables, et amener des ressources digitales qui permettent aussi à chaque formateur dans son établissement de faire preuve de créativité pédagogique et de mettre en place des modalités innovantes, et éventuellement dans le cadre d'une continuité pédagogique et de formation. Alors Charles, merci pour cette présentation. Donc je le rappelle, rendez-vous sur TP Demain, tout attaché, tpdemain.com. Voilà, alors, je vais passer la parole à Cyril, parce que là, pour le coup, nous sommes véritablement dans l'efficience opérationnelle, dans le concret. Cyril, quel est votre retour d'expérience par rapport à TP Demain, par rapport à l'utilisation de TP Demain? Alors, comme l'a dit Charles, TP Demain, c'est un ensemble assez colossal de briques. Ce sont bien des briques, c'est-à-dire ce ne sont pas des supports à l'emploi qui coupent le formateur de sa capacité de création et d'adaptation. Donc, quand on a mis le pied à l'étrier, on a tout d'abord démarré par une rencontre avec les gens de TP Demain en présentiel. On est parti d'une évidence, c'est qu'on travaille mieux ensemble quand on se connaît mieux. Pardon, j'ai le téléphone qui sonne évidemment, c'est toujours à ce moment-là. Ça nous a permis donc de... Cyril, que tu as exactement 30 secondes. Ok. Précision utile. Moi, tu sais comment je suis. Oui, c'est pour ça que je me permets. 2 heures après, surtout, c'est que tu prononces le mot trimble. Donc, 30 secondes. 2 rencontres en amont de la création des briques, puisque nous avons été aussi acteurs, on a participé, on a produit quelques contenus qui ont ensuite été retraités, retravaillés avec l'équipe de TP Demain. Ensuite, en phase de plutôt déploiement, une deuxième rencontre dédiée à un diagnostic pédagogique de nos pratiques numériques assez hétérogènes au sein de l'équipe. Et on en est donc à la 3e phase où on s'approprie l'outil et notamment, comme tous les CFA, nous avions au préalable un LMS, une plateforme pédago, et on s'aperçoit que l'outil intégré à TP Demain est peut-être un peu plus intéressant, un peu plus pertinent que le nôtre. Donc, on fait des petits tests comparatifs là sur notamment la création de parcours. Voilà, c'est une démarche, comme l'a dit Charles, même si c'est lancé depuis 2 ans, c'est quand même relativement récent. Mais c'est bien parti et du coup, ça nous a, là aussi en termes de transformation, ça nous a poussé à créer un poste de coordinatrice numérique à cheval sur les 2 structures, apprentissage et formation continue, pour éviter d'être redondant et de recréer 2 parcours identiques dans 2 établissements cousins, pour ne pas dire frères, sur une même thématique, et donc pour concentrer des synergies sur une production d'un seul contenu transposable aux 2 structures. Alors merci Cyril, merci de faire la transition, là c'est parfait. J'introduis la 3e et dernière partie de cet atelier sur Tous Ambassadeurs, donc la création de nouvelles compétences. Alors l'évolution des compétences, donc de faire en sorte que nous soyons tous mobilisés pour cette efficience opérationnelle. Donc je fais le lien, 3e partie, c'est parti, et Isabelle, je te laisse la main.
Alors merci Franck, mais nous avons tous en tête ce chiffre de 85% des emplois en 2030 n'existent pas encore. On sait que l'intelligence artificielle, que la robotique, que la réalité virtuelle transforment nos métiers, nos compétences. Et donc c'est ce qui nous intéresse effectivement dans cette troisième et dernière partie. Alors je me tourne tout de suite vers Christophe. À votre avis, quels sont les métiers qui vont être impactés ou qui sont déjà impactés par les évolutions technologiques et les compétences? Que faut-il faire, que faut-il développer pour faire face à ces changements? Alors toujours dans les métiers, bien évidemment, du bâtiment et des travaux publics. Tout à fait. Le premier, au sein d'un CFA, le premier acteur qui va être, entre guillemets, impacté par cette évolution et cette montée en compétence, ça va être je dirais la force de vente, qui est le premier contact, je dirais, qu'un de nos deux clients, que ce soit un candidat prospect ou une entreprise. Et ce conseiller voit sa mission s'étoffer et doit construire un certain nombre de portefeuilles de compétences. Il n'est plus uniquement, je dirais, quelqu'un qui va orienter, qui va faire la promotion, qui va vendre une formation. On l'a bien vu, c'est quasiment de temps en temps toute une filière qu'il faut vendre et qu'il faut vendre tout un catalogue d'offres de services d'un CFA. Ce conseiller terrain va aussi devoir à la fois fidéliser, à la fois prospecter et de façon avec des multicanales, c'est-à-dire en développant un petit peu un esprit community manager, en étant beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, en essayant d'animer un réseau virtuel, mais aussi d'animer un réseau sur son territoire, avec les entreprises, avec des prescripteurs qui peuvent lui amener soit du sourcing jeune, soit des demandes d'entreprise. Donc il doit développer plusieurs compétences. Maîtriser, je dirais, sa base de données, je dirais sa data, c'est-à-dire que très en amont, il doit gérer non seulement ses apprenants, mais il doit aussi gérer désormais ses prospects, et sa base prospect jeune et sa base prospect entreprise. Donc il doit apprendre à travailler ses priorités, à segmenter, à hiérarchiser ses actions commerciales. Et ça viendra pour une base. Il doit apprendre effectivement à maîtriser sa data. Autre sujet, c'est aussi chef de projet. Quand il va aller identifier un besoin, notamment en entreprise ou sur un territoire, il devient naturellement, il identifie le besoin et il doit devenir chef de projet pour mobiliser l'ensemble des acteurs du CFA, je dirais, à monter ce projet, et il doit le suivre, je dirais, de l'entretien découverte jusqu'à la facturation. Et ça, c'est une acculturation et une montée en compétence, une optimisation ce qu'on va appeler le développeur de l'apprentissage et de la formation continue. Désormais, il a ces deux opportunités de vendre à la fois de la formation initiale en apprentissage et de la formation continue. Et ces acteurs doivent être aussi autre compétence qu'il faut introduire à travers les CFA, et c'est ce que Gilles a travaillé tout à l'heure en témoignage depuis 2 ans, c'est-à-dire une organisation commerciale et marketing qui soit pilotée par un responsable ou par un directeur en direct. C'est un pilotage de l'activité commerciale, marketing, mais très en amont. C'est-à-dire qu'on ne gère plus le pilotage de l'activité pendant la formation, mais c'est aussi à maîtriser tous les processus qui sont en amont de la signature d'un contrat, par exemple. Voilà. Et donc, il faut effectivement avoir un pilote, comme on dit, dans l'avion pour cette activité. Alors, si je comprends bien, Christophe, finalement, est-ce qu'on peut encore parler de développement commercial ou doit-on parler plutôt de parcours client? Alors, effectivement, c'est un parcours client et c'est optimiser ce fameux tunnel de conversion. L'idée étant de savoir attirer, je dirais, un suspect, un jeune qui souhaiterait éventuellement avoir un projet professionnel. Donc, il faut savoir être en capacité d'attirer, de convertir, et ça, c'est marketer l'offre de formation d'un CFA. Et ensuite, deuxième axe de travail, c'est la deuxième mi-temps, c'est savoir à la fois transformer ce client qui est apporté par le marketing, transformer, et c'est là où la finesse commerciale est importante, et puis ensuite, c'est fidéliser le client qui reste, parce qu'effectivement, quand on a une offre de service, on peut faire du sourcing interne et fidéliser à la fois les entreprises et à la fois les jeunes qui sont dans le CFA.
Alors merci Christophe. Donc là, je vais passer la parole à Gilles dans un premier temps, puis à Cyril, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas simplement de l'évolution des compétences sur le champ du développement de la relation client, mais c'est au niveau de l'ensemble de l'organisation. Donc tous ambassadeurs, tous acteurs. Alors Gilles, quels sont les métiers, quelles sont les compétences que vous avez vu développer au sein de votre organisation ? Oui, Franck. Alors pour rebondir à ce que vient de dire Christophe, donc effectivement, il y a des métiers qui existaient déjà dans les CFA et que l'on a transformés, et notamment dans toute la partie commerciale. Christophe l'a bien dit, avec notre coordinatrice développement qui est passée directrice développement, marketing, communication. Derrière des postes qui étaient séparés de CJE, conseiller d'entreprise, et CRE, conseiller relations entreprises, ont été fusionnés pour créer de vrais commerciaux qui vont à la fois donc, de la mise en relation, du contact avec les jeunes, à la mise en relation avec des entreprises. On a renforcé l'équipe dans chacun de ces CFA avec des assistantes commerciales également. Donc, ça fait vraiment partie des directions qui ont vu leur poste évoluer, se renforcer. Mais du coup, ce n'est pas les seuls postes sur lesquels on a dû faire évoluer les personnes en interne. Tout à l'heure, j'ai parlé des services administratifs. Lorsqu'auparavant, les contrats arrivaient dans les CFA et on les renvoyait dans les chambres consulaires pour les saisir et tout, c'était assez simple, c'est les chambres consulaires qui renseignaient les entreprises. Dorénavant, en plus de la partie amont que font nos conseillers, nos commerciaux, il y a la partie derrière administrative qui est faite au sein du CFA, donc sur laquelle il a fallu faire évoluer là aussi les compétences de toutes les assistantes des CFA, renforcer ces équipes-là également, parce que le travail était assez énorme avec la relation avec les OPCO. Mais du coup, on a créé également pas mal de postes, de nouveaux postes qui n'existaient pas. Et là, c'est grâce à l'opportunité des appels à projets qui nous permettent de tester de nouvelles missions dans les CFA. Et on a recruté sur les 5 CFA, donc en 2 ans, 40 nouveaux collaborateurs sur des nouveaux postes qui n'existaient pas auparavant. Alors, ça va à la fois des postes en termes pédagogiques. Donc, on a recruté des formatrices FLE, avec des nouveaux publics qu'on avait de MNA. Évidemment, tout ce qui était parti des chargés de mission prépa apprentissage qui n'existaient pas non plus dans nos CFA. Notre référent responsable qualité qui n'existait pas, mais on a créé de nouveaux postes là, avec un nouvel appel à projet qui s'appelle, donc ce sont des conseillers de formation entreprise. Donc on le voit, les formateurs qui vont pourtant en entreprise n'y vont pas suffisamment pour créer la relation. Donc du coup, on a des conseillers, des commerciaux qui vont voir les entreprises en amont, et maintenant on aura des conseillers qui, pendant la formation, vont établir plus de relations entre le CFA et l'entreprise. Former les chefs d'entreprise à NPA, à l'utilisation de NPA, voilà, pour faire vivre le livret d'apprentissage numérique et qu'il y ait une vraie relation entre l'entreprise, le maître d'apprentissage et le CFA. Voilà, donc la réforme nous a permis, et avec l'aide des opportunités d'appel à projet, de créer de nouveaux postes, de tester de nouveaux postes et de faire évoluer les compétences au sein de nos CFA. Voilà, donc je vous dis, c'est 40 nouveaux postes, de nouvelles missions qui ont été créées en 2 ans sur nos 5 CFA. Alors là, merci Gilles. Donc je fais le parallèle avec Cyril. Est-ce qu'il y a eu des créations de postes sur la qualité, sur d'autres champs, évolution des compétences comme chez Gilles? Alors, pas sur la qualité, puisque nous avions déjà un poste transversal sur les 2 entités sur cette thématique-là. Les certifications chez nous, c'est dans notre ADN. On était certifié ISO au préalable. On était certifié aussi qualité réseau dans le cadre d'une démarche régionale, plus d'autres certifications spécifiques à des métiers, notamment l'électricité. On fait partie des centres habilités à mettre en œuvre les travaux sous tension. Donc, toute cette logique-là est déjà en place chez nous. Calliope, c'était une forme de figure imposée, mais voilà, le cadre était déjà là. Il a simplement fallu prendre les bons outils déjà en place, les assembler pour répondre à l'ensemble du panel des critères et des indicateurs. Je ne reviendrai pas sur l'évolution
du poste de chargé de développement qui a déjà été largement abordé, mais je préférerais mettre l'accent sur le volet pédagogique. Loïc disait tout à l'heure, une rentrée réussie, c'est un coup d'éclat, il faut que ça dure dans le temps. Moi, mes effectifs ont doublé sur l'espace de 5 ans et on ambitionne encore des hausses de 20% par an sur les 5 années à venir. Ça nécessite derrière une structure et une équipe pédagogique qui soit en place et qui soit solide. Donc nous, ce qu'on a mis en place, on avait jusqu'ici une coordonnatrice pédagogie et éducation qui est devenue donc adjointe pédagogique et qui a laissé le volet éducation à une assistante d'éducation dédiée pour faire en sorte que cette hausse d'effectifs là ne se fasse pas au détriment de la relation avec le jeune. On tient à ce que nos 370 apprentis, je ne vais pas vous dire que ce sont 370 prénoms, je ne vais pas mentir, mais c'est 370 noms de famille. Et ça, il faut que ça perdure, il ne faut pas qu'on dénature notre relation à l'apprenant là-dessus. Et puis derrière, au niveau de l'équipe pédagogique, ça a nécessité pas mal de création de postes de formateurs, avec un profil qui a évolué, puisqu'on recrute des formateurs de plus en plus jeunes maintenant, et je parle de formateurs techniques, formateurs d'enseignement professionnel. Pourquoi de plus en plus jeunes? Parce qu'il nous faut, pour venir compléter notre équipe d'experts métiers, il nous faut des profils acculturés au numérique et avec de l'appétit pour ces nouveaux outils, notamment faire le lien avec le projet de Trimble dont je parlais tout à l'heure, qui consiste en fait à injecter toutes les solutions et toutes les innovations Trimble dans l'intégralité de nos cursus, du CAP jusqu'à l'ingénieur. Donc je pense qu'il est important, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé au cours de cette rencontre aujourd'hui, de ne pas perdre de vue que le développement sur l'axe financier comptable, incontournable, le développement sur tout le volet commercial marketing, incontournable aussi, là-dessus pas de problème. Ne perdons pas de vue que derrière les formations, il faut pouvoir les mener et que la qualité, si je fais un parallèle avec l'automobile, elle ne se mesure pas simplement à la petite fiche qualité de réception du véhicule qui pourrait être Calliope dans notre schéma, mais elle se mesure aussi au fait, quand on s'assoit dans le véhicule, à une forme de qualité perçue. Et ça ne se voit que dans les actions qui sont menées au quotidien dans les établissements, que ce soit sur le cœur de la pédagogie pure et dure, mais tout ce qui est autour aussi, le volet animation, par exemple, et suivi social et sociétal, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, sinon on ne fera que du chiffre pour le chiffre. Voilà. L'évolution du métier de formateur, on va en parler tout à l'heure avec François notamment. Merci beaucoup Cyril et Gilles. Alors effectivement, on a vu que la réglementation faisait évoluer les métiers, que les nouvelles technologies faisaient évoluer les métiers. La crise sanitaire que nous avons traversée et que nous continuons à traverser, a-t-elle eu une accélération sur les transformations, d'après vous, Loïc ? J'aime beaucoup cette question, Isabelle, parce qu'elle parle de vitesse. Et en fait, on a évoqué tout à l'heure le lien entre performance et transformation. Et on s'est dit qu'à chacun sa vitesse. Et effectivement, inutile de le rappeler, il y a une espèce d'effet d'aubaine assez incroyable lié à la crise ou à la loi qui, finalement, ici, doit s'ancrer dans la durée. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Sur cette question de l'indispensable évolution des métiers et des compétences, vous en avez parlé très concrètement parce que vous le vivez au quotidien. La première obligation est de se fixer finalement un horizon réaliste de projection. C'est-à-dire 3 à 5 ans plutôt que 10 à 15 ans pour ne pas perdre de vue ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la dimension opérationnelle de l'exercice de projection et donc le caractère déficient opérationnellement de vos démarches. Un plan de transformation, un mandat, ça dure rarement au-delà de 3 à 5 ans. Cette dimension prospective, elle passe par une juste lecture des transformations et de leurs impacts, surtout qualitatifs finalement, sur les métiers et les compétences. On en a beaucoup parlé au travers des témoignages, en particulier de Gilles et également effectivement de Cyril. Donc quand on parle libéralisation, quand on parle concurrence, quand on parle orientation client, flexibilité, digitalisation, développement et usage de la donnée, intelligence artificielle, robotisation par les processus, qu'est-ce que cela concrètement signifie pour nous? Comment on peut s'approprier en fait ces impacts de transformation dont on parle beaucoup mais qui effectivement au quotidien vous touchent? Cette lecture qualitative, elle est très précieuse, elle est souvent construite en atelier en fait, en interne, entre vous,
entre métier RH et métier opérationnel. Et d'ailleurs, ça fait évoluer également la posture en fait, du métier RH et de la fonction RH au sein de vos organisations, ça a été dit. Et ça va permettre de déboucher sur une lecture très précise des typologies de métiers concernés. Vous les avez passés en vue, il y a des métiers en transformation, il y a des métiers nouveaux ou émergents, il y a des métiers aussi obsolètes, il ne faut pas se tromper, et notamment en gardant en tête ce parallèle que je faisais tout à l'heure entre l'expérience client, dont on a beaucoup parlé, et Christophe nous en a parlé longuement en fait, avec ce tunnel de fidélisation, mais aussi en parallèle le souci pour vous au sein de vos organisations de réussir une expérience collaborateur. Ne perdez pas de vue cette symétrie des attentions entre la nouvelle expérience client que vous avez envie de faire vivre, mais aussi la nouvelle expérience collaborateur, parce que vous avez aussi la préoccupation de les fidéliser. Donc, avec un point de vigilance, naturellement, la disparition ou l'évolution drastique d'un métier ne signifie pas que les compétences mobilisées pour l'exercer deviennent caduques. Donc, bien au contraire. Donc, sachant que certaines de ces compétences pourront être mobilisées pour assumer les nouveaux métiers que vous avez en partie listés. Donc, ce distinguo dans une démarche GPEC traditionnelle est absolument essentiel pour bien distinguer ce qui relève de l'obsolescence d'un métier de la capacité que vous aurez à revitaliser des compétences qui étaient exercées dans un métier qui aujourd'hui a disparu, mais que vous avez réinventé aujourd'hui. Merci Loïc. Alors métier en transformation, métier obsolète, métier émergent. Tu vas nous parler, François, de l'impact certainement de la crise sanitaire par rapport à ces transformations. Et puis peut-être faire un zoom particulier sur le métier de formateur, parce que ça nous intéresserait d'avoir ta vision des choses sur l'évolution du métier. Ce qui apparaît très clairement, c'est que la crise sanitaire, elle a eu un effet d'accélérateur parce que tous les établissements ont dû du jour au lendemain modifier leurs pratiques. Et en même temps, elle a eu un effet de révélateur extrêmement puissant, je pense qu'il a été perçu par nombreux acteurs, sur les limites d'un usage du numérique s'il n'a pas été pensé complètement dans la chaîne d'accompagnement de l'individu. Et on voit aujourd'hui que l'ensemble des établissements travaillent sur comment désormais on utilise le numérique de façon plus importante dans nos parcours de formation, mais dès qu'on travaille sur l'ensemble de la chaîne, depuis l'accompagnement du jeune au départ jusqu'à l'évaluation des compétences acquises et de son accompagnement tout au long de la formation, on voit que le métier de formateur est en train de se transformer de façon considérable parce que on sort des pratiques de face-à-face pédagogique, alors que elles constituent encore l'essentiel de nos activités, mais pour avoir davantage d'accompagnement, davantage d'ingénierie en amont de la formation, mais également pour mesurer les compétences acquises. Et donc, l'usage du numérique entraîne toute une série d'autres transformations. Et la crise sanitaire, encore une fois, elle a révélé les éléments là-dessus, mais elle ouvre finalement un certain nombre de portes qui sont les portes et les axes de travail sur lesquels aujourd'hui de nombreux organismes de formation planchent pour adapter les compétences de leurs formateurs et faire en sorte que tout ça se construise au service de l'apprenant, mais dans des modalités pas forcément simples parce qu'on est de plus en plus sur des parcours individualisés. Alors, merci François. Donc on voit bien la nécessité d'avoir une vision systémique, de travailler ensemble sur l'ensemble, sur toute la chaîne, d'être ambassadeur et de pouvoir décliner une vision stratégique en efficience opérationnelle, efficience commerciale, comme on a pu le voir, sans oublier un thème qui m'est cher, c'était cette efficience environnementale, donc de prendre en considération tous ces éléments-là. Et nous arrivons à 2 minutes de la fin de notre atelier, et donc je vais... Ah oui, pardon. Merci Isabelle. Je faisais des signes désespérément pour dire que nous avions des questions de nos auditeurs. Merci Franck. Alors la première question, c'est comment bénéficier d'une plateforme LMS et être accompagné pour son utilisation? Qui a envie de répondre côté Franck, Christophe? Christophe? Alors, je dirais que une plateforme LMS, aujourd'hui, il y en a plusieurs, on l'a vu, il y a TP Demain, il y a Aptis, qui est la plateforme LMS qui est propulsée par le 3CA BTP. Eh bien, il suffit tout simplement de vous rapprocher du 3CA BTP. Donc là, en l'occurrence, vous avez, pour ne citer que lui pour le moment, mais il y en a d'autres, c'est Pascal Michet qui est à la manœuvre au 3CA BTP, donc de se rapprocher de votre interlocuteur du 3CA, et puis
donc de pouvoir eh bien, bénéficier d'un diagnostic numérique sur ces différents champs, ou de Charles sur TP Demain, de façon à ce que vous puissiez bénéficier de l'ensemble des services de ces LMS. Juste pour préciser, sur TP Demain, vous utilisez le contact, vous envoyez un mail, ça arrive dans ma boîte et je reprends contact avec vous. C'est super, merci beaucoup Charles. Très bien, bah nous arrivons effectivement sur les mots de la fin. Pas d'autres questions, Isabelle? Pas d'autres questions, je suis désolée, il n'y en a plus. Est-ce que nos invités à distance ont envie de dire le mot de la fin? Il est 15 h, ça tombe bien. Côté Cyril, côté Gilles. François, le mot de la fin? Oui, moi, en ce qui concerne, je voudrais juste dire que je pense que les organismes de formation aujourd'hui sont très largement engagés dans une véritable révolution pédagogique. Ce sont des chantiers complexes, difficiles, mais passionnants, avec une très grande dimension accompagnement du changement qui a été évoquée au cours de cette table ronde. Et il faut avancer dans ce sens-là, en étant à la fois modeste, mais ambitieux sur le fait qu'il y a moyen de faire de très très belles choses compte tenu de la diversité des publics qu'on a aujourd'hui pour les accompagner efficacement et qu'ils soient vraiment au cœur de leur processus d'apprentissage. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités, nos experts, pour leur dynamisme lors de cette émission. Alors, avec Franck, nous sommes en train de préparer ardemment la programmation 2022 de l'apprentissage Club BTP. Donc, nous reviendrons vers vous très rapidement avec des nouveautés et plein de belles choses à partager encore ensemble. Et en présentiel dans les territoires. Et en présentiel dans les territoires. Un grand merci. À très vite. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.